Et bonjour à toutes, bienvenue à ce webinaire intitulé Immobilier, comment booster votre cote de crédit pour maximiser votre capacité d'achat au Canada, organisé par Maudit Français. Nous sommes la plateforme dédiée aux expatriés francophones au Canada. Je suis Francky Perez et j'ai le plaisir de vous accompagner, les amis, aujourd'hui pour discuter d'un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier au Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Chemin. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, courtière hypothécaire chez Pré-Imo Québec, notre invité spécial. J'avais envie de dire notre expert, mais c'est plutôt notre tueuse à gages. J'ai survolé à l'instant, il y a quelques minutes, sa présentation. On va vraiment, vraiment vous donner des indications et des clés extrêmement importantes aujourd'hui avec son expertise dans le financement immobilier. Audrey partagera avec nous les meilleures pratiques pour améliorer votre cote de crédit. Il y a même des petits secrets et astuces et maximiser ainsi votre capacité d'achat au Canada, que vous soyez récemment arrivé ou déjà bien installé. Audrey va nous expliquer comment optimiser ce facteur clé. D'ailleurs, en te décalant un tout petit peu, Audrey, on va voir qu'il y a une clé dans ton logo que tu mérites de porter parce qu'aujourd'hui, véritablement, on va accéder à des conditions d'emprunt des plus avantageuses en évitant les erreurs courantes qui pourraient limiter vos options d'achat immobilier. Nous aurons également une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, je vous invite d'ores et déjà à envoyer sur le chat vos questions que j'aurai le plaisir de poser en votre nom à Audrey en fin de présentation pour que vous puissiez ainsi bénéficier de ces conseils personnalisés. Merci encore à vous toutes et vous tous pour votre présence. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Audrey, la parole est à toi. The floor is yours. Merci beaucoup, Francky. Super présentation comme d'habitude. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Francky, on va toucher un sujet qui est essentiel, qui est malheureusement, comme je dis souvent, pas glamour, mais qui est vraiment très important. Et c'est la raison pour laquelle, euh, en recevant autant de questions en fait, de la part des personnes que j'accompagne, j'ai décidé de faire cette présentation-là qui est vraiment dédiée à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à dire, que finalement, ben, ce temps qui lui est dédié, c'est loin d'être peu nécessaire, on va dire. Donc là, je vais partager mon écran. Francky, tu vas me Voilà, le temps du confirmer partage d'écran, on va qu'on rassurer voit. les personnes présentes. Le sujet glamour en 2025, peut-être on fera un sujet glamour ensemble. On verra, on verra. J'espère. Est-ce que tu Comment me confirmes booster que tout votre va code bien? de crédit? Parfait, on voit parfaitement. Super. Bon, bah voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment ça. C'est de booster la cote de crédit. Comme ça vous permet de maximiser votre capacité d'achat ici au Canada. De manière générale, c'est vrai que c'est un sujet qui concerne globalement l'Amérique du Nord. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler du Canada en particulier. Alors, si je pars rapidement de nous et de notre équipe chez Préimo Québec, donc on est trois personnes, donc moi-même Audrey Chemin, donc, qui est fondée Préimo Québec, accompagnée par Jérôme, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est courtier hypothécaire dans l'équipe, et aussi mon bras droit, sans qui je ne serais rien, Laetitia, qui est mon adjointe et qui m'aide vraiment énormément au quotidien. Donc nous, on est vraiment une équipe qui est dédiée pour les immigrants, que ce soit, comme tu l'as dit, des immigrants qui sont là depuis peu, des immigrants qui prévoient s'installer, qui sont là depuis longtemps. Surtout sur ce sujet, on en apprend tous les jours, hein, Francky, tu vas me le confirmer. Et également sur les personnes qui sont pas installées ici. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui va pas les concerner, mais notre équipe s'occupe aussi des investisseurs étrangers. Alors, 20 ans en Amérique du Nord, en survolant les slides d'Audrey, j'ai déjà identifié deux idées reçues, mais incroyables. Je n'en dis pas plus. On va pouvoir en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Alors, rapidement, on a aussi un groupe Facebook qui est dédié aux personnes immigrées au Québec et qui ont des questions en rapport avec l'immobilier. Donc, si jamais vous avez envie de vous connecter, vous avez ici l'image du groupe. Donc, n'hésitez pas à demander à vous joindre. On est un peu plus que 5000 maintenant sur cette page. Alors, sans plus attendre, on va parler du sujet qui nous intéresse.
qu'est-ce que c'est la cote de crédit? Je parle de la base parce que c'est très important de bien le comprendre, la définition de la cote de crédit. Donc, vous avez ici en bas les différentes étapes. Ça part du consommateur, c'est-à-dire ça part de vous. On collecte les informations qui vous concernent, donc à gauche. Et qu'est-ce qu'on entend par informations qui vous concernent? C'est-à-dire tout ce qui concerne les cartes de crédit, les prêts auto, les prêts immobiliers, les téléphones cellulaires, les prêts personnels, les marges. Toutes ces informations-là de comptes qui sont dits à crédit sont collectées euh, par une tierce, par une tierce partie qui est privée. Donc, qu'est-ce qui n'est pas collecté? Ce sont les cartes de débit. Donc, toutes les informations qui concernent les utilisations de votre carte de débit ne sont pas collectées dans la cote de crédit. Ce qui n'est pas connecté non plus, les forfaits Internet. Alors, pourquoi les forfaits de téléphone cellulaire sont considérés comme à crédit, parfois avec le même fournisseur, alors que Internet, non? C'est une bonne question, je n'ai pas forcément la réponse. Les comptes Hydro-Québec non plus ne sont pas collectés là-dedans. Donc vraiment, je le rappelle, les prêts personnels, prêts auto, prêts IMO, cellulaires et carte de crédit, marge de crédit. C'est vraiment les seules informations qui sont collectées. Donc, les deux organismes privés, Equifax et TransUnion, collectent les informations qui vous concernent, mais ces deux organismes-là, en collectant cette information, deviennent propriétaires de l'information. Donc, vous n'avez pas de droit spécifique sur cette information. Bien que l'information vous concerne, vous n'avez pas de droit en la matière. C'est un peu contre-intuitif, mais pourtant, c'est le cas. Donc, Et pourquoi ça a son ouais. importance de préciser ça, Audrey? Mais pourquoi ça a son importance? On va en reparler un peu plus tard en détail, mais en gros, euh, pour accéder à cette information-là, je dois avoir accès euh, au compte en ligne de ces deux organismes-là, donc que sont Equifax et TransUnion. Et donc, je dois payer pour avoir accès à mon information. Donc, la plupart du temps, quand on démarre, on peut ouvrir un compte et accéder de façon sporadique à notre information gratuitement. Et vous verrez après, je vous donne accès au lien pour pouvoir accéder gratuitement aux comptes qui nous concernent uniquement. Mais on va avoir un accès un nombre de fois limité dans l'année et on va avoir une information partielle, on ne va pas avoir les notifications, etc. Pour avoir accès, alors déjà, si je tape Equifax accès, la première page qui va sortir, c'est évidemment la page payante. Donc pour pouvoir arriver à trouver la page gratuite, c'est un petit peu plus complexe. Et ensuite, donc, pour avoir accès au panel entier en fait, des informations, je dois payer un abonnement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu contre-intuitif parce que, encore une fois, ce sont les informations qui nous concernent, mais elles ont été collectées par une tierce partie qui a des accords spécifiques. Et donc, on ne devient plus propriétaire de notre donnée. Et donc, pour y accéder, on doit passer par cette étape-là, qui est un peu complexe. Donc, encore une fois, les fournisseurs de crédit qu'on voit ici, eux, qui sont détenteurs de l'information, vont envoyer cette information-là à Equifax et TransUnion, qui va donc la collecter, la colléger et ensuite en sortir la fameuse cote de crédit. D'accord? Donc, en fonction de ce qui va ressortir, la cote de crédit va être plus ou moins bonne et on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Donc, comme je le disais, on a au Canada deux organismes privés, Equifax et TransUnion, qui collectent tous les deux la même information, mais qui ne vont pas la traiter de la même façon. Donc, on a un peu plus que 1000 attributs qui sont disponibles. Donc, par attribut, ça veut dire critères très spécifiques. Donc, par exemple, le solde total des opérations commerciales ouvertes, c'est un attribut. Le pire pointage qui a été disponible, c'est un attribut. L'âge de la plus récente demande, un autre attribut. Et donc, des attributs comme ça, il y en a plus que 1000. Donc, imaginez le nombre d'informations qui est collecté et utilisé finalement à chaque instant pour le nombre de consommateurs qui existent au Canada. Vous allez voir sur cette slide-là, donc en arrière de cette slide, il y a des hyperliens qui sont disponibles. Donc, vous pouvez le voir là.
est là. Donc, vous pourrez y accéder lorsque vous aurez accès directement à la présentation. Et donc, encore une fois, ces deux organismes-là sont vraiment séparés. Quand vous accédez aux pages de chacun de ces fournisseurs, vous allez avoir un certain nombre de questions à remplir pour pouvoir accéder à votre propre code de crédit. Encore une fois, vous ne pouvez pas accéder à la code de crédit de quelqu'un d'autre. Vous pouvez uniquement accéder à votre propre de crédit, votre propre Donc, code de crédit. il faut s'identifier de manière claire. C'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations à remplir pour permettre de retrouver et accéder à la fiche et s'assurer que on ne vient pas accéder à la fiche de quelqu'un d'autre. Donc, la question qui revient souvent, ou en tous les cas sur lesquelles on peut avoir les premières idées préconçues, c'est à partir de quand la cote de crédit est disponible. Donc, la cote de crédit devient disponible environ entre 2 et 4 mois après que la première ligne de crédit soit ouverte. Généralement, la première ligne de crédit, c'est l'ouverture de la carte de crédit. Ou alors, si vous pensiez ne pas ouvrir de carte de crédit, j'espère qu'à la fin de cette présentation-là, vous changerez d'avis. Mais alors, à ce moment-là, ça va être l'ouverture de votre ligne de téléphone cellulaire. Si vous n'avez ni Alors, l'un ni l'autre, j'ai une question ouais, rapide, Audrey. vas-y. Donc, une personne qui prépare, on va dire, son expatriation au Canada, est-ce que tu lui recommandes d'anticiper même au-delà, quelques mois avant? Souvent, on vient en voyage d'études ou pour repérer l'appartement, la location, dans un premier temps, une location avant de pouvoir s'installer. C'est urgent de, au plus tôt, ouvrir, admettons, une ligne de téléphone? Oui, ben, alors souvent, on n'a pas la possibilité de faire à distance l'ouverture d'une ligne de téléphonie cellulaire parce qu'il nous faut une adresse et souvent aussi un numéro d'assurance sociale. Et la carte de crédit, on peut ou préouvrir le compte, mais la carte de crédit, on ne peut l'ouvrir qu'une fois qu'on est en présentiel sur le Physiquement. territoire. Donc, Ok. si effectivement on a un voyage de repérage où on a pu commencer à tamponner comment dire, nos permis de travail, etc., ou permis d'études, alors oui, je recommande de commencer à faire la démarche dès que possible pour que la cote de crédit devienne disponible rapidement et qu'on puisse justement la contrôler. Alors, avant juste de poursuivre, parce que je vois que parmi les personnes présentes, Alain lève la main pour intervenir, je vais rappeler aux personnes qui nous suivent, les inviter à poser leurs questions d'ores et déjà dans le chat et je me ferai un plaisir de les formuler dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Ça marche, merci. Donc, entre 2 et 4 mois après l'ouverture de votre première ligne de crédit, à ce moment-là, la cote de crédit devient disponible. L'autre très, très courante idée préconçue qu'on a là-dessus, c'est ah, mais ma cote de crédit est pas bonne parce que je viens d'arriver. C'est pas vrai. La cote de crédit, à partir du moment où vous avez une ligne de crédit qui est ouverte, elle vous est attribuée autour de 720, qui est une bonne cote. Ce que vous allez faire ensuite va soit la maintenir, soit la bonifier, soit la descendre. Donc, si vous arrivez vers moi et que vous avez une cote à 650, 680, c'est pas parce que vous n'êtes pas là depuis longtemps, c'est parce que vous avez fait quelque chose que l'algorithme n'a pas apprécié. Donc, le problème, c'est qu'il y a cette idée préconçue que bah, c'est pas ma faute parce que je suis pas là depuis longtemps. La deuxième, c'est ben, je ne sais pas ce que je dois faire. Et la troisième aussi, c'est tout simplement le fait que ma cote de crédit a commencé en fait à exister, mais sans que je ne puisse la voir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 à 4 mois où ma cote est passée de 720 à je ne sais pas combien. Donc, Je, c'est pour ça que ce genre d'information est vraiment important pour que vous puissiez savoir dans le noir quoi faire pour que lorsque la cote va arriver, elle sera encore à 720 ou plus. Je voudrais qu'on, très brièvement, on rembobine un tout petit peu, Audrey, parce que c'est vrai que toi et moi, naturellement, nous savons ce qu'est une cote de crédit, mais je pense à Mhm. ceux qui sont en France et qui préparent une expatriation au Canada. C'est vraiment un mental et une perception complètement différente. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux rappeler ce qu'est la cote de crédit et comment ça fonctionne finalement Ouais. très différemment de la France, en fait? Oui, bah, je vais revenir, alors si tu me permets, sur Oui. cette slide-là, qui était la définition qu'on a donnée au départ. Donc, la cote de crédit, c'est vraiment une note qui va vous être attribuée et qui détermine vos habitudes de consommation et qui peut être prédictif
des habitudes de consommation et de remboursement futur du consommateur. Donc, le but de ce score, c'est de permettre aux différents créanciers et aux différents prêteurs de pouvoir prédire si oui ou non vous allez être amené à être un bon payeur et donc à rembourser correctement votre prêt. Donc, plus votre score de crédit va être bon, plus vous allez avoir accès à des offres intéressantes de la part des créanciers. Merci la question, Francky, parce que Absolument. c'est vrai qu'on a tendance à Oui, oui, oublier. donc plus votre euh, note de crédit est ouais, élevée, moins votre crédit aussi va vous coûter, les amis, hein. En fait, c'est aussi simple que ça. exact, exact, exact. Donc, on va le voir après dans les 5 raisons pour lesquelles vous devez avoir une cote de crédit. On va en parler à ce moment-là. Mais donc, ce score est en fait comment dire, un récapitulatif de toutes vos habitudes et votre passé de rembourseur, en fait. Très clair. Merci. Merci à toi. Alors, donc, avant de passer à la slide d'après, il y a juste une astuce que je veux vous partager. Lorsque vous allez vous connecter sur Equifax et sur TransUnion, il va vous poser un certain nombre de questions, comme je vous disais, et à un moment donné, il va vous demander votre adresse. Vous allez remplir votre adresse et il va vous demander est-ce que vous êtes là depuis plus que 2 ans. Si vous répondez non, automatiquement, il va vous demander une autre adresse et si vous résidiez à l'étranger, vous ne pouvez pas rentrer d'adresse à l'étranger. Donc là, le système va bugger et il ne va pas vous trouver. Si on veut tromper le système pour accéder quand même à notre code de crédit, il faut cocher oui, j'habite là depuis plus que 2 ans. Et là, comme par magie, le système va vous retrouver et vous allez pouvoir accéder à votre score de crédit, mais aussi à votre bureau de crédit. Je recommande d'aller regarder votre bureau de crédit entre 1 et 2 fois par an pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les fiches. Vous apprendrez qu'il y a 50% des fiches qui sont erronées. Donc, c'est énorme. Souvent, ce que je dis, c'est quand je parle avec un couple, c'est il y en a un des deux qui va avoir une erreur. Puis ça manque pas là, il y a toujours au moins un des deux qui a une erreur. Et les erreurs, ça peut être vraiment très très variable, hein. On va en reparler un petit peu plus tard, le type d'erreurs classiques qui reviennent et aussi comment corriger ces erreurs-là. Mais donc, c'est gratuit, ça n'impacte pas votre score de crédit si vous allez chercher votre propre score. Ça aussi, c'est une idée préconçue que si je vais regarder ma cote de crédit, ça va faire baisser mon score. Non, ça ne vient pas impacter votre score si vous consultez votre propre code de crédit. Donc, n'hésitez pas parce que ce qu'on veut, c'est que votre code de crédit, votre bureau de crédit soit le plus à jour possible. Alors, si on consulte soi-même sa cote de crédit, aucune incidence, ça c'est vraiment Aucune une idée incidence. reçue. De manière illimitée, il n'y a pas de problème. Oui. Par contre, si je veux acheter une voiture, admettons, et que le concessionnaire consulte, là, ça peut avoir une incidence. Alors, exactement. Merci. Tu as introduit ma slide d'après. C'est parfait. Yes. C'est génial. Donc, aussi, une autre idée préconçue, c'est que quand on arrive au Canada, on doit ouvrir notre NAS, donc notre numéro d'assurance sociale, qui est un numéro secret qu'on ne doit partager avec pratiquement personne et donc certainement pas effectivement le concessionnaire auto. Donc, la seule difficulté, c'est qu'on pense qu'on a besoin du NAS pour aller consulter la cote de crédit de quelqu'un d'autre. Donc, qui peut consulter la cote de crédit de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est membre. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi qui travaille dans une institution financière ou quelqu'un qui est effectivement chez le concessionnaire auto et qui a accès à des solutions de financement, est membre Equifax, membre TransUnion et donc a le droit de demander d'accéder à la cote de crédit de quelqu'un d'autre. Pour cela, on doit demander explicitement l'autorisation à la personne et normalement, on doit aussi lui faire signer un consentement écrit, comme quoi on va accéder à son bureau de crédit. En pratique, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et on n'a pas besoin de vous demander votre NAS pour accéder à votre code de crédit. Les seules informations dont nous avons besoin sont votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Donc, si vous me donnez votre permis de conduire, techniquement, je peux accéder. Évidemment, dans la pratique, je ne fais pas ça. Je vous demande votre autorisation spécifiquement, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas que les gens demandent les autorisations écrites. Donc,
soyez très vigilant avec à qui vous donnez ces informations-là parce que ça pourrait justement impliquer le fait que la personne peut accéder à votre bureau de crédit. Et donc, en effet, comme le mentionne Francky, si on a un nombre important de personnes autres que vous qui est membre Equifax ou membre TransUnion et qui va interroger votre code de crédit, alors là, ça peut faire baisser votre score et ça peut avoir donc des implications au niveau de votre taux et au niveau de l'obtention de votre crédit. Donc vraiment, très important d'être vigilant. Notamment, comme tu le disais, sur les concessionnaires auto, c'est le plus courant, où ils vont juste envoyer une demande à tous leurs partenaires financiers et chaque partenaire financier va interroger le bureau de crédit. Donc on se retrouve avec 7 demandes le même jour. Quand je cherche aussi à louer un appartement et que je veux déposer différents dossiers dans différents appartements, bah, les propriétaires, ils ont le droit d'aller interroger le bureau de crédit. Donc, il peut y avoir aussi des choses à ce niveau-là. Quand j'ouvre un compte bancaire avec une carte de crédit, si je veux faire la démarche dans plusieurs banques, c'est la même chose. Donc, faites attention. Ça, c'est ce qu'on appelle les hard spots. Et quand on veut faire un soft spot, par exemple, tout ce qui est assurance auto, assurance habitation, là c'est soft, donc ça n'a pas d'impact sur votre score de crédit. Donc là, il n'y a pas de problème pour magasiner à ce niveau-là. Alors, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a Equifax d'un côté, TransUnion de l'autre. On a plus que 1000 attributs et la façon dont Equifax va traiter l'information et la façon dont TransUnion va traiter l'information n'est pas la même. Donc, on ne va pas attribuer les mêmes poids et les mêmes importances aux mêmes attributs. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas avoir le même score de crédit chez Equifax que chez TransUnion. Ce qu'on voit, c'est habituellement, TransUnion est un petit peu plus permissif que Equifax. Donc, généralement, ma cote TransUnion est meilleure. On va parler d'un même consommateur ici. Par exemple, cette personne a 2 cartes de crédit, une marge de crédit personnelle, un prêt auto et un compte de téléphonie mobile. Dans l'entité A, il va y avoir un pointage qui va être équivalent à 830. Pourquoi? Parce que cette entité va décider d'utiliser les 4 lignes d'opération commerciale, donc les 2 cartes de crédit, la marge et le prêt, mais ne va pas considérer la ligne de téléphonie cellulaire. Donc, ça va lui donner un score de 830. Et avec l'entité B, le score va être de 780 parce qu'il va utiliser les 5 lignes et aussi, il va dire, ah mais il manque un prêt hypothécaire. Et comme je n'ai pas de prêt hypothécaire, ben, je fais baisser le score. Et donc, là, le score est un peu moins bon. Dans les 2 cas, on va le voir plus tard, mais dans les 2 cas, ce sont 2 scores qui peuvent être considérés comme excellents de toutes les façons. Alors, une question qui revient très souvent, c'est pourquoi est-ce que moi, en tant que consommateur, le score de crédit que je vais voir sur Equifax n'est pas le même que ce que mon courtier hypothécaire ou mon conseiller en banque va voir de son côté? Nous, en tant que membre Equifax, on a accès à 4 scores différents au sein d'Equifax. Donc, on a Equifax d'un côté, TransUnion de l'autre, et au sein d'Equifax, on a 4 scores. Donc, ça complique encore les choses. Vous, quand vous allez regarder votre compte Equifax, vous allez voir l'ERS, donc le Equifax Risk 2.0 score. Et nous, de notre côté, on voit les 4, mais on va surtout considérer la cote FICO. D'accord? C'est surtout celle-là qui va être utilisée pour les prêts hypothécaires. En vérité, on va quand même considérer l'ensemble des scores parce qu'ils sont tous reliés. Le seul qui est différent, c'est le BNI. Le BNI, c'est le score qui indique le risque de faillite du consommateur. Et les 3 autres, c'est vraiment la capacité à être un bon payeur du consommateur. Donc, quand vous arrivez et que vous me dites oh, mais ma cote de crédit est bonne, je suis à 685, par exemple, ben moi, je vais sortir votre score de crédit et en fait, je vais voir que vous êtes à 650 sur FICO. Et là, ça peut avoir un impact parce qu'on va le voir juste après. 650, ce n'est pas considéré comme une très bonne cote, alors que 680, c'est considéré comme correct. Donc, quand on regarde justement, c'est quoi une bonne cote? Ici, vous avez l'ERS, donc qui est celle que vous voyez.
Et on peut voir que donc la cote est entre 300 et 900. Et on peut voir que quelqu'un qui a par exemple 770 est considéré comme excellent avec le RS. Par contre, si on se rapporte au FICO, 770, je ne suis pas considéré comme excellent, je suis considéré comme très bon. Pareil, si j'ai une cote de 650, vous voyez, alors je suis considérée comme passable au niveau FICO et même encore au niveau ERS. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, la différence entre le 680 et le 650 est colossale pour nous en termes de perception. Et quand on est en bas de 600, là c'est vraiment un gros red flag. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, ça a vraiment des gros impacts au niveau du crédit. Typiquement, quelqu'un qui est en bas de 600, c'est même pas sûr qu'on soit capable de lui donner un crédit hypothécaire. Quelqu'un qui est entre 600 et 680, je parle de code FICO, hein, toujours, lui, on va le considérer, mais on va le considérer avec précaution, ou alors on va majorer le taux, dépendamment du montant de l'apport que la personne a. À partir de 680, on commence à être dans un profil normal, donc qui ne soulève pas de red flag, mais qui n'est pas forcément le mieux placé. À partir de 720, là, on est dans un dossier qui est considéré comme bon. Et 820 et plus, c'est un dossier qui est très bon. Donc, voilà, en fonction des éléments et gardez en tête que sur votre score de crédit ERS, vous devez avoir un abattement. Prévoyez un abattement de comme entre 20 et 50 points de moins par rapport au FICO. Ce n'est pas une science exacte, mais généralement, c'est ça que je vois. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous pourriez être pour le créancier. Très Alors, clair. c'est pas parce qu'on n'a pas de score de crédit qu'on ne peut pas emprunter. Donc, vous venez d'arriver, vous avez ouvert votre carte de crédit, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais votre score n'est pas encore disponible. On est dans ce qu'on appelle de notre côté, ce qu'on appelle un score rejet, parce il existe pas encore de score, même si l'information a déjà commencé à être collectée. Un score rejet ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas prêter. On va demander de la documentation supplémentaire pour voir comment est-ce que vous avez été des bons payeurs dans votre ancien pays et on va être en mesure de vous prêter. Par contre, le Ça coûte taux cher. va être généralement majoré. Exact. Ça coûte plus cher. Alors, c'est quoi un consommateur idéal? Un consommateur idéal, ce serait quelqu'un qui aurait deux cartes de crédit. Donc, par exemple, une Visa et une Mastercard. Ça peut être au sein du même établissement ou ça peut être dans deux établissements différents. Pas de préférence à ce niveau-là. Un prêt hypothécaire, alors c'est sûr que quand on arrive, on n'a pas forcément un prêt hypothécaire tout de suite, mais c'est le Graal. C'est ça qui va vous permettre de cranter vraiment beaucoup au niveau du score. Un prêt auto et un compte de téléphonie cellulaire. Donc là, quand vous avez ces cinq lignes-là, vous êtes vraiment le parfait consommateur selon les normes d'Equifax. Et la marge de crédit personnelle, je l'ai mise en italique parce que si elle existe, c'est bien. Si elle n'existe pas, c'est pas grave. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut juste faire attention à ce qu'elle ne vienne pas remplacer une des lignes précédentes. Donc, bon, si on n'a pas de carte de crédit mais qu'on a une marge, Equifax va pas forcément aimer ça beaucoup. Alors, comment est calculée la cote? Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous voyez ici, donc sur un pie chart de 100%, quels sont les poids associés aux différents critères. Le premier, c'est la combinaison des comptes de crédit. Ça veut dire quoi? C'est la capacité de mon compte à avoir des lignes de crédit différentes, donc du crédit qui provient de différentes sources. Comme je disais tout à l'heure, un prêt auto d'un côté, un compte de téléphonie de l'autre et une carte de crédit évidemment de l'autre côté. Donc la combinaison de différentes sources va prouver que je suis un individu qui a une vie classique au sens de l'Equifax. Donc ça compte pour 10. Au bout d'une trentaine de minutes déjà de webinaire, on est à mi-chemin. C'est incroyable parce que il y a ce cliché, Audrey, on entend toujours dire les Américains, les Canadiens vivent à crédit. Mais finalement, Oui, cette phrase, on la comprend parfaitement quand on suit finalement le processus et la manière dont les choses fonctionnent. Le système fait en sorte que l'on doit vivre à crédit pour que ce crédit, justement, on y ait accès de manière optimale et surtout que ce crédit ait un coût mesuré et calculé.
Exactement, exactement. Et c'est pas parce que on vit à crédit que on vit nécessairement dans la dette. C'est un peu Mm. cet antagonisme qu'on peut avoir nous en tant qu'Européens où on se dit ben je vais pas prendre un crédit si je peux le payer cash. Oui, c'est vrai, on est bien d'accord que c'est mieux de ne pas vivre dans la dette. Mais cela étant dit, on va en reparler après quand on va parler de la carte de crédit, de comment gérer sa carte de crédit. On peut tout à fait ne pas vivre avec une dette quand on utilise la carte de crédit comme il faut. La carte En de fait, crédit, c'est un système à appréhender et à comprendre finalement. Si oui, on a la disponibilité de pouvoir payer tout de suite, il est plus judicieux d'utiliser des instruments de crédit par rapport à tout ce qu'on est en train exact. d'évoquer aujourd'hui. Exact, exact. Et si jamais les personnes en ligne veulent en savoir plus sur comment éviter justement de payer des intérêts et comment euh, mettre en place un système finalement où on va acheter à crédit, mais d'un autre côté, ça ne nous coûte pas d'argent, entre guillemets, ben, ils pourront nous contacter et puis ça va nous faire plaisir de leur montrer les mécanismes. Donc, combinaison des comptes de crédit compte pour 10% du score. Ensuite, 10% pour le nouveau crédit. Ça veut dire le fait que j'ai ouvert récemment des nouvelles choses. Donc, une nouvelle carte, un nouveau prêt. Donc, quelque chose de récent qui montre que finalement, je reste actif dans ma gestion du crédit. La durée de l'historique de crédit, donc c'est 15%. Donc, ça veut dire la durée depuis laquelle ma fiche a été ouverte. Donc, je suis arrivée en 2016, ma fiche est ouverte depuis 2016. Et donc, plus je suis là depuis longtemps, plus ma cote va se bonifier de facto. L'utilisation du crédit pour 30%. Donc, ça, c'est la façon dont j'utilise mon crédit. Pas de retard de paiement, évidemment, pas de retard de paiement, pas de compte en souffrance et on va le voir après, comment j'utilise ma carte de crédit qui est vraiment le nerf de la guerre qui est là. 30% de la note là-dessus. Et finalement, l'historique de remboursement des crédits pour 35%, c'est-à-dire pour chaque ligne, depuis combien de temps j'ai commencé à rembourser mon crédit pour chaque ligne active? Par exemple, j'ai ouvert une carte de crédit en 2016. Finalement, pour une raison X ou Y, je change de banque. Il ne faut pas que je coupe ma carte de crédit de départ parce que là, j'ai un long historique de remboursement et donc je veux continuer de profiter de ça. Je vous fais déjà un petit hint pour la suite. 35% du score, ça provient de là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important à comprendre. Et vous allez le voir juste après quand on va rentrer dans des exemples précis. Top 5 des raisons pour lesquelles vous devriez avoir une cote de crédit. Donc justement, on en parlait. Quand on est un peu réfractaire, j'espère que ça va vous aider à comprendre pourquoi. Le premier, pour acheter à crédit. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement toujours acheter cash. Si vous pouvez, c'est tant mieux pour vous, je suis bien ravie. Mais la plupart des gens ont quand même besoin de faire un crédit pour acheter notamment une maison ou un condo et parfois aussi une auto. Donc, si vous voulez pouvoir acheter à crédit, vous allez avoir besoin d'avoir un score de crédit. Comme je disais tout à l'heure, pour les maisons, il y a des exceptions parce que quand on vient d'arriver, bah, on a d'autres mécanismes. Mais les autres raisons qui vont arriver derrière vont peut-être vous faire changer d'avis aussi. Bénéficier des meilleurs taux. Donc, plus votre code de crédit déjà existe, deux est bonne, plus vous allez avoir accès à des taux intéressants et avantageux parce que certains prêteurs, pas tous, mais certains prêteurs vont majorer leur taux si votre code de crédit n'est pas considéré comme suffisamment bonne. Et il peut y avoir des gradients à l'intérieur de ça. 3, pour bénéficier des meilleurs prêteurs pour votre projet. Tout simplement parce que il y a certains prêteurs qui vont tout simplement pas vous prêter si votre code de crédit n'est pas d'un minimum de X. Donc, vous allez vous couper ce prêteur-là, qui aurait pu être le meilleur prêteur pour vous et qui aurait pu proposer le meilleur taux. Donc, ça vous coupe des choix. Et dès qu'on se coupe des choix, ben forcément, on est lésé. Quatrième, bénéficier de la meilleure capacité d'emprunt. C'est pareil, on peut avoir des prêteurs qui vont limiter votre capacité d'emprunt si votre code de crédit n'est pas à la hauteur d'un certain standard. Donc, si vous voulez vraiment maximiser votre capacité d'acheter,
vous allez avoir besoin d'avoir une bonne cote. Aussi, rien que parce que c'est relié avec le taux. Donc, si vous n'avez pas accès au meilleur taux, et comme on a un stress test à mettre en place pour l'achat d'une maison, on va devoir se baser sur ce taux-là pour pouvoir vous qualifier. Et donc, si vous avez un taux qui est très élevé, ben, vous n'allez pas vous qualifier sur le même montant que si vous avez un meilleur taux. C'est mathématique. Et finalement, bénéficier d'offres collatérales concurrentielles. Certains prêteurs vont vous proposer d'autres aspects et d'autres opportunités lorsque vous allez faire votre demande de prêt chez eux. Et ils vont pouvoir vous proposer des taux avantageux sur d'autres types de produits financiers. Donc ça peut être intéressant si vous êtes à la recherche de ça. Maintenant, top 5 des erreurs les plus courantes qui vont dévaluer votre cote alors que vous pensiez bien faire. Alors, désolé, mon animation est moins bonne sur cette slide que la slide d'avant. Donc, vous allez voir les cinq éléments directs, mais je vais passer au travers de chaque avec vous. On a toujours, on est toujours de bonne volonté en fait quand on veut faire ces étapes-là. On pense toujours qu'on va faire exactement ce qu'il faut. Et c'est rarement le cas, aussi en fait, pour deux raisons principales. La première, c'est que soit on n'a juste pas l'information, soit on nous a donné une information erronée. Et là, je suis vraiment désolée de ce que je vais dire, mais malheureusement, les conseillers bancaires ne sont pas formés aux normes Equifax et TransUnion. Donc, ils n'ont pas fait la formation que nous, en tant que courtier hypothécaire, ou que moi en particulier, avons fait, et qui font que nous comprenons le mécanisme derrière. Eux, ils vont vous donner les recommandations qui sont conformes pour leur banque. Et souvent, ces recommandations-là viennent en opposition aux recommandations Equifax. Donc, ils peuvent même vous induire en erreur. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça, et je vais vous donner des exemples concrets juste après. Alors, premier exemple, rembourser votre carte de crédit juste avant le relevé. Et ça va avec le point numéro 2. C'est-à-dire que souvent, on va vous dire, OK, vous avez un relevé tous les 21 ou tous les 28 jours. Donc, attendez le jour 20 ou le jour 27 et remboursez la totalité de votre carte. Donc, c'est-à-dire que vous faites des achats à crédit sur votre carte de crédit. Encore une fois, on n'utilise pas la carte de débit dans cet exemple-là. On utilise notre carte de crédit et à chaque fois qu'on utilise notre carte de crédit, donc, il y a un solde qui s'ajoute. Et au bout d'un moment, en fait, on doit rembourser le solde de cette carte de crédit. Ça ne fonctionne pas comme, la carte de débit où le montant est déjà directement déboursé de notre compte bancaire. Pour que ce soit le cas avec la carte de crédit, il faut qu'on prenne l'argent de notre compte bancaire et qu'on le verse sur la carte de crédit pour rembourser le solde qui s'est accumulé. Donc, le temps qu'on attend avant de rembourser ce solde qui s'est accumulé est vraiment hyper important parce que de ce moment-là va dépendre si vous avez des retards et si finalement vous avez trop utilisé votre carte. Donc, évidemment, on ne va jamais rembourser la carte après le relevé parce que là, alors là, c'est rédhibitoire. On La aurait eu catasse. un retard, c'est la cata. On veut vraiment rembourser avant la date du relevé, mais peut-être pas juste avant la date du relevé. Parce que, ça nous amène au point numéro 2, je ne veux pas utiliser ma carte de crédit jusqu'à sa limite. Idée Equifax et reçue. idée reçue. Oui. Equifax et TransUnion partent du principe que si vous avez une carte d'un montant X, on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant, 1000 dollars de capacité sur votre carte de crédit. Lui ou eux pensent que vous allez être un bon payeur qui ne va pas être à risque de surendettement si votre solde ne dépasse jamais, et j'insiste sur le jamais, 30% de la limite, c'est-à-dire 300 dollars sur ma carte de 1000 dollars. Donc, c'est vraiment très, très différent parce que là, les banques, elles, la plupart du temps, elles autorisent jusqu'à 70% pour être considérées comme un bon payeur. Donc, quand vous rencontrez la banque, on dit, bah voilà, vous pouvez utiliser jusqu'à 70% pour être dans les clous. Donc, vous allez accumuler jusqu'à 700 dollars avant de rembourser. Mais là, vous allez être pour Equifax et TransUnion dans le rouge. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ne dépassez jamais 30% de la limite de votre carte de crédit en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'attends le jour 21 ou le jour 28 juste avant mon relevé pour payer, il est fort probable que je sois rendu beaucoup plus haut que le 30% de ma carte de crédit. C'est la raison pour laquelle je recommande, pour des raisons de simplicité, de
faire le compte de combien vous dépensez habituellement dans une semaine et de multiplier ce montant par 4 par 3 pardon, pour savoir combien est la limite idéale de votre carte de crédit. Par exemple, si je dépense 1 000 $ par semaine, ma carte de crédit idéale, c'est 3 000 $. Et toutes les semaines, je décide que tous les samedis, je rembourse ma carte de crédit au complet. Et de cette façon-là, je ne vais jamais dépasser 30% de la capacité de ma carte. Évidemment, au début, quand on arrive, c'est pas forcément possible parce que quand on arrive, la plupart des banques vont vous octroyer des cartes de crédit de 500 $ ou de 1 000 $. Alors déjà, euh, health warning, si je peux dire, attention, la carte de crédit de 500 $, c'est pareil, ça enlève des points à votre cote parce que l'algorithme part du principe que personne ne peut vivre avec une carte de 500 $, on s'entend, vous ne pouvez jamais dépasser 170 $ de solde dessus. Donc, c'est pratiquement impossible. Donc, si vous pouvez, ne prenez pas une carte de 500 $. Si vous n'avez pas le choix, dès que vous le pouvez, c'est-à-dire dès que vous avez un emploi, renégocier d'avoir une carte de au moins 1 000 ou 1 500 $ idéalement pour pouvoir être capable de vivre correctement. Parce qu'avec 1 500 $, donc je ne peux pas dépasser 500 $ de solde. Donc, il va falloir que vous remboursiez beaucoup plus fréquemment que toutes les semaines en fonction de vos habitudes de vie. Troisième erreur courante, ne pas utiliser sa carte de crédit. Donc se dire, oh ben moi, j'ai bien compris qu'il fallait que j'ouvre une carte de crédit pour pouvoir avoir un score, mais donc je l'ouvre, mais je ne l'utilise pas. Mais là, le Equifax et TransUnion, ils vont voir que vous n'utilisez pas votre carte de crédit, ils vont voir un solde qui est à zéro tout le temps. Et donc, ça va venir décoter votre code parce que lui, il voit qu'il n'y a pas d'activité sur votre compte. Quatrième erreur, ouvrir une carte de crédit dans un magasin. Donc, je vais chez Best Buy, au bureau en gros, et ils m'offrent d'ouvrir une carte de crédit chez eux pour des raisons de simplicité. Ou Canadian Tire ou Walmart, c'est la plupart du temps ce qu'on voit. Erreur. Pourquoi erreur? Parce que on pourrait se dire, oh ben, ça mange pas de pain, mais en fait, si. L'algorithme, lui, il part du principe que si vous avez obtenu cette carte, c'est parce que vous ne pouviez pas obtenir une carte dans une banque. Et donc, il part du principe que c'est pas normal que vous ayez besoin de cette carte-là. Donc, il va venir enlever des scores de crédit là-dessus. Cela n'est pas vrai pour la carte de crédit Costco, qui est une Mastercard CIBC, et donc CIBC, c'est une banque. Donc, elle n'est pas considérée comme une carte de magasin. Le dernier, c'est de ne pas lier son cellulaire sur la carte de crédit. Souvent, on va oublier qu'on a un cellulaire et qu'on doit payer l'utilisation de notre cellulaire tous les mois. Donc, ça crée des retards et donc ça s'inscrit dans notre bureau de crédit. L'information reste là pendant 7 ans. Donc, c'est hyper important que vous fassiez attention à ça. Et donc, un moyen, c'est de lier le cellulaire avec la carte de crédit. Comme ça, on n'oublie pas de payer notre forfait de cellulaire. Prélèvement automatique. Prélèvement automatique. Alors, ce qui va vraiment entacher votre cote, puis je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà rendu à 45 minutes, les éléments qui vont vraiment, vraiment avoir un impact sur votre cote. Quand vous avez des paiements manquants ou des retards, des comptes en souffrance depuis 90 jours, ça peut amener à des recouvrements. Donc là, c'est vraiment grave l'historique du bureau de crédit. Typiquement, là où on doit faire très attention, c'est par exemple les gens qui quittent le territoire temporairement, ou pas temporairement, mais qui pensaient parvenir, mais qui reviennent et qui avaient oublié de payer leur dernière facture de cellulaire. Ça reste là, ça reste là, ça reste là. Et quand ils reviennent, leur code de crédit, elle est à 400. Et là, c'est une catastrophe parce que pour remonter ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, soyez très vigilants. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais de quoi demain peut être fait. Vous pourriez en avoir besoin. Vas-y, Moi, vas-y. je prends l'exemple de la ligne de téléphone, une expérience personnelle. J'ai reçu un jour, suite à un déplacement en Europe qui avait duré plusieurs semaines, euh, un problème. J'ai reçu une facture de téléphone de T-Mobile de 700 $ parce qu'apparemment, le Ouais. forfait que j'utilisais n'entrait pas en ligne de compte. Euh, Mm.
il y a un problème qui se pose d'une manière générale, Audrey, donc on peut mentionner très rapidement. Parfois, quand il y a un litige ou un contentieux sur un compte, il est parfois plus judicieux de payer, même si on a le sentiment que cette somme d'argent, vous ne la devez pas, parce que les conséquences peuvent être beaucoup plus coûteuses que de Mm. vouloir faire un bras de fer avec Ouais. le fournisseur. C'est difficile, ça. C'est difficile Ouais. psychologiquement. Il- Et je dirais même, il est toujours plus judicieux de payer, même si on pense qu'on a été lésé, parce que on peut pas gagner sur des bases de principe. Vous allez toujours être perdant là-dedans. Donc oui, dans ton exemple, Francky, on paye le 700 $ et ensuite on va résoudre le problème et on se le fera rembourser. Mais on fait pas une bataille de principe de dire, ben non, je le dois pas, c'est pas ma faute, pourquoi est-ce que je devrais payer, c'est pas normal. Oui, vous avez raison, mais si vous le faites pas, là, vous allez avoir des conséquences très fâcheuses. Et puis, c'est impossible de se battre avec Equifax et TransUnion pour leur faire entendre raison là-dessus, là. Impossible. Donc, donc voilà, les parties sont trop à des endroits différents. Tout le monde se renverra la balle et vous serez toujours le perdant de l'histoire. Euh, de manière générale, plus un élément au dossier est ancien, moins il va avoir d'incidence. Mais ça veut dire que, par contre, vous allez devoir attendre potentiellement longtemps avant que l'impact soit dilué. Et ça veut aussi dire qu'il y a un phénomène de multiplication qui s'opère, exponentiel, pas exponentiel, qui peut rentrer. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur il y a 5 ans. Si je refais une erreur maintenant, ça va tout de suite popper et donc ça va rendre ma deuxième erreur beaucoup plus importante parce que j'en ai déjà fait une par le passé. Donc soyez très très vigilants là-dessus. Les jugements vont aussi figurer au dossier de crédit et comme je le disais tout à l'heure, les informations restent en 7 ans, en fait, c'est 6 ans révolus. Donc même si la dette a été payée, donc par exemple, dans le cas du paiement en souffrance, si Francky a décidé de ne pas payer sa note de 700 $ et qu'il y avait eu un recouvrement qui était rentré là, il l'avait payé après, ça reste là quand même pendant 6 ans révolus. Fait que ça a vraiment, ça joue vraiment là, sur votre avenir. Alors maintenant, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais si ma cote de crédit, elle est plus basse, elle a été entachée, et combien de temps ça me prend pour la relever? Donc, si vous avez eu un souci par le passé, par exemple, vous avez perdu votre emploi, vous avez eu un accident du travail qui a fait que vous n'avez pas pu travailler pendant un moment et la CNSST a arrêté de vous payer, vous avez commencé à accumuler des retards de paiement, ou alors, comme je peux le voir des fois, ben, il y a la famille dans notre pays d'origine en fait qui est malade, on doit payer les billets d'avion, c'était pas prévu, on a des retards, etc. Sachez que vous pouvez faire une déclaration sur votre Equifax et votre TransUnion et donc indiquer ici avec des notes dans vos propres mots qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours intéressant parce que nous, on va y avoir accès et sans avoir besoin de vous poser de questions, on va pouvoir voir que bah, vous étiez de bonne foi et que bah, voilà, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a amené là. Et ça va rester là jusqu'à ce que vous décidiez de le retirer. Donc, c'est vous qui contrôlez combien de temps l'information apparaît. Euh, Attention, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une carte de crédit qui a été ouverte il y a longtemps et que vous en ouvrez une deuxième et que vous décidez d'utiliser plutôt cette deuxième, ne fermez pas votre première carte de crédit parce que là, ça va vous coûter des points. Si vous avez eu un problème Je vois que avec... tu mets, pardon, Pardon, vas-y. je vois que tu mets ça, je vois que tu mets ça dépend, en fait. Pourquoi? Oui, parce que typiquement, si c'est une carte d'un magasin, par exemple un Walmart, etc., là, oui, je vais conseiller de la D'accord. fermer. Par contre, si c'est fermer une vieille carte des jardins parce qu'on a ouvert un compte chez Scotia, non, là, on la garde ouverte. Euh, pour remonter votre cote, ne collectez pas de nouveaux crédits, donc parce que chaque nouveau crédit va amener une nouvelle interrogation. Donc, on veut laisser le bureau de crédit le plus tranquille possible. On utilise notre carte de crédit selon les normes que j'ai mentionnées, donc maximum 30%, et même idéalement, si on a trop tiré sur la corde, donc si on a dépassé notre limite, ou on a été constamment proche des limites, essayez de garder le solde, le solde à zéro pendant au moins 3 mois pour voir ce qui se passe. Comment est-ce qu'on fait pour garder le solde à zéro, mais tout en continuant d'utiliser notre carte de crédit? C'est-à-dire que je fais un paiement avec ma carte de crédit, je le rembourse immédiatement. Et donc là, mon solde va rester à zéro pendant tout le temps, malgré le fait qu'on continue de l'utiliser.
Alors, pourquoi est-ce que quand je vais consulter mon bureau de crédit et que je vois par exemple, il y a un solde sur ma carte de crédit de 500 dollars, alors qu'en vrai, quand je consulte mon compte bancaire, mon solde est à zéro? Tout simplement parce que l'information n'est pas envoyée en temps réel au fournisseur. Donc, vous voyez ici les fréquences auxquelles les informations sont envoyées. Donc, typiquement, les cartes de crédit, l'information est envoyée mensuellement. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait jamais exactement à quel moment est-ce qu'elle va être envoyée aux banques. Je veux dire plutôt de la banque à Equifax. Ça dépend aussi des jours fériés, ça dépend des week-ends, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est pour ça que je dis ne dépassez jamais le 30% de votre carte en tout temps, parce qu'on ne sait jamais à quel moment l'information va être envoyée. Et cette information-là, unique pour le mois, elle va vous traîner pour tout le mois suivant ou les mois suivants. Donc, si vous restez bien constant avec votre 30% de la capacité de votre carte tout le temps, peu importe quand l'information va être envoyée à Equifax et TransUnion, vous serez toujours dans le respect de votre limite. Alors, des fois, comme je disais, il y a des informations erronées. 50% des fiches contiennent des erreurs. Ces erreurs sont souvent les noms. Alors, particulièrement pour les femmes mariées en Europe qui ont le nom de leur époux en Europe et qui, ici, se font de nouveau appeler par leur nom de jeune fille. Ou quand on a plusieurs prénoms, et c'est souvent le cas quand on vient d'Europe aussi, où on a plusieurs prénoms. Et donc là, dépendamment de comment l'information a été enregistrée chez Equifax et dans les banques, ben, l'information va être répercutée avec potentiellement des erreurs là-dessus aussi. Les adresses, les emplois qui ne sont pas répertoriés, les comptes qui ne vous appartiennent pas mais qui apparaissent sur votre bureau de crédit. Par exemple, quand on a un leasing, on peut récupérer le leasing avec les informations antérieures de la personne d'avant. Si la personne d'avant a mal payé, ben en fait, ça se répercute chez vous. Faites attention à ça. Donc, tous ces éléments-là peuvent être erronés et ça peut avoir un impact. Tout ce qui concerne les emplois, les comptes de crédit manquants, par exemple, vous avez ouvert un cellulaire, mais vous ne le voyez pas dans votre bureau de crédit. Ça, c'est assez facile à corriger. Par contre, tout ce qui est lié à l'identité, la date de naissance, les crédits qui ne vous appartiennent pas, mais qui apparaissent, tout ça, c'est très compliqué à faire entendre. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne et ensuite, vous allez voir, il y a un numéro de téléphone, mais ça peut prendre très longtemps. 30 jours, c'est le minimum, mais des fois, ça peut prendre plusieurs mois parce que tout ce qui est problème d'identité, à cause des problèmes de fraude, etc., il y a beaucoup de vérifications qui se font. Et des fois, dans le pire des cas, on va avoir des doublonnages de fiches, c'est-à-dire des homonymes qui ont une date de naissance qui est plus ou moins similaire, mais pas tout à fait. Et là, on se retrouve avec la fiche carrément de quelqu'un d'autre. Et alors là, c'est une bataille, il faut vraiment vous accrocher parce que c'est long. C'est long, c'est long. Donc là, vous allez avoir accès au numéro de téléphone. Euh, Equifax et TransUnion ont eu besoin de recruter beaucoup de monde récemment pour faire face aux demandes. Donc, il y a beaucoup de monde qui n'est pas nécessairement toujours formé, qui vous répond. Donc, n'hésitez pas à re-rappeler une autre personne si jamais vous sentez que vous n'avez pas forcément eu la bonne réponse à votre question, parce que vous pourriez à un moment donné tomber sur la bonne personne, mais c'est frustrant là. Je ne veux pas vous le cacher, ça peut être très frustrant. Si vous avez eu un problème de fraude ou de vol d'identité, vous pouvez l'indiquer dans votre bureau de crédit et vous pouvez aussi fermer Equifax pour que personnes ne puissent y avoir accès, même un membre. Donc, dans ces cas-là, nous, en tant que membre, on doit vous demander d'ouvrir temporairement l'accès à votre Equifax et ça permet justement d'éviter les interrogations intempestives. Dernière slide et non des moindres, le phénomène de déduplication. C'est quoi le phénomène de déduplication? C'est lorsque Equifax et TransUnion vous disent que lorsque vous magasinez pour un prêt hypothécaire ou un prêt auto, vous avez le droit de interroger plusieurs banques ou plusieurs concessionnaires auto à l'intérieur d'une même période, qui est généralement entre 7 et 45 jours, mais sans que ça ne vienne faire baisser votre score de crédit. Ça, c'est un phénomène qu'ils ont mis en place dans les années 2020 à peu près, idéalement justement pour permettre aux gens de faire jouer la concurrence. Dans la théorie, c'est super beau. Dans la pratique, ça ne fonctionne pas très bien. Pourquoi? Parce que quand un créancier rentre dans votre dossier de crédit et fait une demande,
on doit indiquer un pointage A, B, C, D. Et on doit dire, je fais une demande sur ce bureau de crédit parce que je fais une demande de type A. Par exemple, dans le cadre hypothécaire, je fais une demande de prêt hypothécaire classique. Mais peut-être que le créancier d'à côté, lui, ça va s'appeler une demande de type B parce que lui, il l'associe avec une marge de crédit, donc un crédit rotatif. Et donc, il ne va pas le qualifier de la même façon. Moi, je vais avoir fait une demande A, celui d'à côté va avoir fait une demande B. Donc, le phénomène de déduplication ne s'applique pas. Donc, soyez très vigilants. C'est la raison pour laquelle souvent je vous dis passez par des courtiers. Parce qu'avec un courtier, au moins, il y a une interrogation qui est faite. Et donc, ça évite le phénomène de multiplier les interrogations si on n'en a pas besoin. J'ai terminé. Je suis allée beaucoup plus. Ça a été beaucoup plus Mais long ça que valait le prévu. Je coup, ça valait le m'excuse. coup. Et cette Je slide, elle est m'excuse. importante parce que ce sont les cordes directement. Audrey, j'ai vu des questions passer plutôt Oui, personnelles, donc je vous invite à prendre contact directement avec Audrey. On a quand même, j'aimerais en quelques minutes qu'on en prenne quand même quelques-unes. Alors bien sûr. ça a sollicité beaucoup de réactions, le 30%, Audrey. Je vais te Ah, lire. je me doute. Mais oui, trois questions dans la foulée sur les 30% qu'on va essayer de synthétiser ensuite dans une réponse plus globale. Alors, Sylvie nous dit, pour éviter les dépassements de 30%, une autre solution pourrait-elle être de rembourser au fur et à mesure des dépenses, soit plusieurs paiements avant le 21 du mois dans son exemple. Bonjour, merci pour ce webinaire très instructif, nous dit Charline. Si je me rends compte que je suis à plus de 30% d'utilisation de ma carte de crédit, ai-je intérêt à rembourser tout d'un coup ou de façon graduelle? Et ça, en termes d'impact pour la cote de crédit. Enfin, comment calcule-t-on le 30% si on rembourse toutes les semaines? Ok. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La dernière question, comment calcule-t-on le 30% si on rembourse toutes les semaines? Alors, dans mon exemple, en fait, j'avais proposé de rembourser toutes les semaines parce que ma carte de crédit accommodait un remboursement toutes les semaines pour rester dans mon 30%, c'est-à-dire une carte de crédit de 3 000. Je dépense en moyenne 1 000 $ par semaine, donc 1 000 sur 3 000, je suis à peu près à 30%, 33%. Donc en remboursant toutes les semaines, je m'assure que je ne dépasse pas mon 30%. Ça, c'est vraiment lié à un exemple où on aurait la carte de crédit idéale pour notre, Mhm. pour notre train de vie habituel. Si par contre ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la limite actuelle de votre carte de crédit, calculer le 30% et vérifier en temps réel tous les combien vous arrivez en moyenne à ce 30%-là et à vous mettre un rappel régulier dans votre agenda pour faire ce remboursement-là. Et à terme, demander à négocier justement votre carte de crédit à la limite que j'ai mentionnée, donc ce qui est 3 fois la dépense hebdomadaire en moyenne. Juste parce que au niveau logistique, c'est plus simple à gérer en fait. Ce qui Mhm. m'amène du coup à la première question qui était Rembourser d'un coup, ouais. Est-ce qu'on rembourse d'un coup de façon graduelle quand on se c'est rend compte ça. qu'on... Donc, est-ce qu'on rembourse d'un coup, est-ce qu'on rembourse de façon égale? J'ai envie de dire, ça dépend de votre situation. Ça dépend, est-ce que votre score de crédit est vraiment mauvais? Si c'est le cas, alors je reviens à ma slide de recommandation qui est oui, on rembourse tout d'un coup et on la laisse à zéro. Donc, chaque fois que je dépense, je rembourse, je dépense, je rembourse pendant 3 mois. Et ça dépend aussi de combien est-ce que vous avez d'épargne. Parce qu'évidemment, parfois, on n'a pas la possibilité de payer la totalité de notre carte de crédit d'un coup. Si jamais vous avez la possibilité de le faire, ben, faites-le. Mais ma recommandation, ce serait plutôt de rembourser jusqu'à ce que vous arriviez à votre 30% et ensuite maintenir ce 30%. Si vous ne les avez pas, ben, allez-y graduellement, mais tout en gardant en place un objectif qui soit tenable pour vous, pour pas vous mettre dans l'embarras non plus, parce qu'il faut que vous puissiez payer vos factures quand même. Euh, Ce qui fait que ça m'amène à la question numéro un, qui était est-ce que si on a dépassé notre 30%, est-ce qu'on devrait rembourser plus fréquemment si la limite de la carte ne nous permet pas d'arriver là? Ben oui, c'est ça, c'est de rembourser dès que vous atteignez votre 30%, si ça arrive avant la fin de la semaine, mais de demander à votre banque d'augmenter le plafond de votre carte de crédit pour vous permettre de rentrer dans cette logistique hebdomadaire, juste pour que ce soit moins pénible pour vous, quoi.
Audrey, quelles sont les erreurs les plus courantes que les expatriés commettent lorsqu'ils essaient de bâtir leur code de crédit? Ben, je reviens sur ma slide de tout à l'heure qui était les 5 erreurs les plus courantes, c'est vraiment ça. Ah, Et je vais aussi reprendre ce que j'ai dit en début de conversation, qui est de penser que ma cote de crédit est mauvaise parce que je viens d'arriver. Donc, ça, c'est le point numéro un. Et pourquoi est-ce que ma cote de crédit est mauvaise alors que je viens d'arriver et que je devrais avoir une cote autour de 720? Le plus courant, c'est ça, c'est dépasser le solde de ma carte de crédit et l'utiliser comme une carte de débit. Donc, de me rapprocher de la limite en me disant j'ai le droit à 1000 $, donc je dépense 1000 $. L'erreur la plus courante d'après, c'est justement aller voir un concessionnaire auto et et en fait lui laisser faire plein de demandes. Et quand je récupère le bureau de crédit, ils sont là depuis 6 mois, j'ai genre 15 interrogations et la cote, elle est à 650. Et encore mhm. une fois, je répète, 650, c'est pas considéré comme une bonne cote. Alors Et le justement, dernier, c'est le cellulaire. c'est quoi les seuils de code de crédit pour accéder aux meilleurs taux hypothécaires au Canada en règle générale? Alors, je vais refaire du coup sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. 680, c'est comme le minimum pour OK. avoir de bonnes conditions. On est considéré comme un, comment dire, un score correct. Mais encore une fois, souvenez-vous que là, je parle de la cote FICO et non pas de votre cote ERS. Si vous voyez Mhm. votre cote ERS à 680, ça ne va pas être bon pour moi au niveau du FICO. Pour vous, il vaudrait mieux que vous ayez au moins 700 sur votre cote ERS pour que moi, j'ai une chance que mon FICO soit 680 et plus. Ensuite, l'idéal, c'est 720, donc pour vous, un 740 à peu près, où là, on est considéré comme un bon payeur. Et quand on est à 820 et plus, on est considéré comme un excellent payeur. Elle est intéressante cette question, comment gérer les dépenses de crédit en couple? Comment répartir finalement pour travailler sur les deux notes de crédit, codes de crédit? Alors, c'est une excellente question et une autre erreur courante, c'est quand on arrive en couple et qu'on a une carte de crédit qui est donc reliée à un compte en particulier, mais avec les deux noms. Donc là, j'ai le nom de la personne 1 qui est en fait le demandeur principal et j'ai le nom de la personne 2 qui est en fait un utilisateur de la demande, du demandeur 1. Ça veut dire que l'utilisateur 2, lui, ça ne va pas jouer dans sa cote parce que lui, il a juste un droit d'utilisation sur le demandeur 1. Et c'est le demandeur 1 qui va bénéficier ou pâtir de l'utilisation de son crédit. Donc, c'est très important d'avoir chacun une carte de crédit reliée à son propre compte. Ensuite, au niveau des dépenses du ménage, bah, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez vous arranger. Il y en a qui disent, bon, bah voilà, les dépenses courantes comme le loyer, le prêt auto, etc., c'est le demandeur 1. Et tout ce qui est dépenses plus pas courantes, mais en fait qui sont variables, comme l'essence et la nourriture, va être sur le demandeur 2. Ça va être vraiment à vous de voir, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'activité sur les deux et de l'activité qui soit considérée comme positive selon les normes Equifax. Avant de prendre la dernière question et de nous quitter, Audrey, j'invite toutes les personnes présentes à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran à présent. Voilà, c'est le moment parce que l'image va disparaître dans quelques minutes. On a une question pour clôturer à laquelle on a plutôt bien répondu tout au long de ce webinaire, mais c'est bien de synthétiser comme ça d'une phrase une question. Quelle pratique pour faire monter le plus la cote de crédit? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit comme réponse? Euh, c'est vraiment très compliqué de répondre et de synthétiser en une phrase, mais je dirais que vraiment, s'il y avait une chose à faire, ce serait vraiment la gestion de la carte de crédit, parce que c'est vraiment le truc le plus simple et souvent le plus délétère. Mais si je dois faire une réponse un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus général et un petit peu moins qui répond vraiment, c'est revisionner ce webinaire-là et appliquer chacun des conseils. Si vous n'êtes pas trop sûr, contactez-nous et on va vous faire une analyse personnalisée. Ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus sur votre cas personnel. C'est mot pour mot ce que j'allais dire pour conclure. Revoir ce webinaire qui va être publié en replay
sur Maudit Français et de prendre rendez-vous avec Audrey pour des questions plus spécifiques. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci, Audrey, notre experte, notre invitée spéciale, pour ses précieux conseils, pour son expertise. Nous espérons que vous partez, j'en suis convaincu, avec une meilleure compréhension de l'importance de la cote de crédit et des actions concrètes à mettre en place pour l'optimiser. En résumé, que vous soyez nouvellement arrivé au Canada ou que vous viviez ici depuis un certain temps, il est essentiel, les amis, de bien gérer votre code de crédit pour accéder à des conditions d'achat immobilier favorables. Les conseils, l'expertise, les astuces également partagées par Audrey aujourd'hui peuvent vous aider à éviter les erreurs courantes. Moi, j'ai identifié trois idées reçues alors que ça fait plus de 20 ans que je vis en Amérique du Nord. Et ça va vous aider à tirer le meilleur parti de votre capacité d'achat également. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Audrey directement via Primo Québec ou à consulter les ressources que nous mettrons à votre disposition après ce webinaire, en particulier le replay. Encore merci à toutes et à tous pour votre participation et votre engagement. Nous vous souhaitons plein de succès dans vos projets immobiliers au Canada et à très bientôt pour de prochains webinaires sur Maudit Français. Merci Audrey. Merci Francky, bonne journée.